J'avais envie de, à mon échelle, avoir un impact sur les femmes, d'aider les femmes. J'avais envie de pouvoir faire avancer les choses. Moi, là-bas, je suis une personne créative. Je me suis jamais dit initialement, voilà, je vais faire une marque éco-responsable, et ça a coulé de source. Ça donne un sens incroyable à ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup des matières et c'est un enjeu fondamental. Il faut recycler, bien évidemment, pour lutter contre ce gaspillage industriel textile. Mais on parle un peu moins des hommes, je trouve. Et nous, c'est vraiment cette balance sur ces deux sujets-là qui sont tout autant fondamentaux l'un que l'autre. C'est con, on parle de vêtements. Donc si t'as envie d'une robe rouge, je sais pas, avec des volants drapés, etc., tu peux la chercher pendant 15 jours, le temps de la trouver. T'as pas besoin d'en acheter une que tu trouves directement, qui est neuve. Aujourd'hui, je pense que toutes les marques qui vont se créer ont un devoir moral de faire de leur mieux, ou en tout cas avec un engagement. La clé essentielle du féminisme, je pense, c'est la notion de sororité. Et ça, je l'ai beaucoup développé dans mon travail, avec les femmes avec lesquelles je travaille, mes clientes essentiellement. Et en tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je suis rentrée dans ce métier. Quand j'ai eu des bébés, je me disais, mais c'est quand même dingue, on leur met du benzène sur la peau, quoi. Et donc, je me suis dit, tiens, si un jour je devais faire quelque chose, je ferais des vêtements où il n'y a pas de produits, dans lesquels il n'y a pas de produits chimiques pour les bébés. C'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. Bienvenue dans Nouveau Modèle. Je suis Chloé Cohen et dans ce podcast, je donne la parole à des femmes engagées. Elles racontent ici leurs histoires, leurs parcours. Elles partagent leurs convictions et leurs combats écologiques, féministes, pour un monde plus juste, plus responsable et plus durable. Cette semaine, je reçois l'activiste Chloé Mikolajczak, ou plutôt la multi-activiste. Elle est militante auprès de l'Union européenne, militante dans son quotidien pour un monde plus éthique et militante auprès du mouvement Fashion Revolution. Et surtout, Chloé est radicale. Radicale dans le sens étymologique du terme, qui vient du mot racine. Elle ne veut pas se battre pour un monde un petit peu mieux, mais pour un système radicalement différent. Elle remet en cause le système d'exploitation des femmes, des minorités, de la nature, car finalement, tout est étroitement lié. Chloé vit en Belgique et l'épisode a donc été enregistré à distance. Avec Chloé, on a parlé de l'écoféministe Vandana Shiva et des inégalités. Avant de lancer cet épisode, je voulais aussi vous dire que la moitié de vos dons seront désormais reversés à la Maison des femmes de Saint-Denis. Un projet incroyable créé pour accueillir toutes les femmes vulnérables ou victimes de violences. Et quand je parle de dons, il s'agit de vos abonnements et de vos contributions. Car pour continuer à réaliser tous les formats de Nouveaux Modèles, j'ai besoin de vous. Alors vous pouvez vous abonner au podcast en payant par exemple 2 € par mois ou en faisant un don ponctuel. Il suffit de cliquer sur les liens que vous trouverez dans les notes, les détails de cet épisode. Alors un immense merci pour toutes vos contributions. Je laisse maintenant la parole à Chloé et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Chloé, merci beaucoup de prendre du temps pour moi, pour cet enregistrement. Alors déjà, première question, comment tu vas et comment tu vis la situation actuelle ? Merci à toi de me recevoir dans cet épisode. Écoute, ça va plutôt bien aujourd'hui. Ça dépend vraiment des jours, je dirais. Il y a des jours où c'est beaucoup plus compliqué que d'autres. Je vis cette situation avec un mélange d'espoir et de fatalisme, on va dire. Donc voilà, on va voir un peu comment ça se passe. J'espère qu'on va en tirer les leçons nécessaires. C'est surtout ça. Bien sûr, ouais, mais j'imagine un peu comme tout le monde, de toute façon, il y a des hauts et des bas, parce que c'est une période assez compliquée et on fait comme on peut finalement, au jour le jour. Exactement. Alors, toi, tu as plusieurs activités. On va essayer de détailler tout ça et de détailler tout ton engagement. On va commencer peut-être par ton rôle auprès de l'Union européenne. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais ? Tu écris notamment sur ton compte Instagram que tu es citoyenne lobbyiste. Donc peut-être pour nous expliquer un petit peu en quoi consiste ton rôle précisément. Oui, bien sûr. En fait, moi aujourd'hui, je suis chargée de campagne auprès d'une coalition d'organisations européennes qui implique des ONG, mais aussi des entreprises, des universités. Et on lutte pour ce qu'on appelle le droit à la réparation de nos objets électroniques. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les déchets électroniques sont le flux de déchets le plus important au monde, notamment dû à certaines pratiques dont je suis sûre que tu as déjà entendu parler, l'obsolescence programmée par exemple, ou le fait que certaines entreprises font en sorte que leurs produits sont extrêmement difficiles à réparer. Donc ils utilisent de la glu ou il faut avoir des outils spécifiques. Et nous, on lutte contre ça parce qu'on se rend compte que l'impact des objets électroniques est absolument monstrueux pour la planète, mais aussi pour les gens.
On a besoin d'énormément extraire de nouveaux minéraux pour produire de nouveaux produits. Ça se passe souvent dans des situations où les locaux sont exploités, où l'environnement local est exploité. Et après, une fois qu'on se débarrasse de nos objets au bout de 2-3 ans, alors que normalement on devrait les utiliser beaucoup plus, une majorité est envoyée illégalement dans des pays du Sud pour être enfouis en fait dans des décharges où ça a un impact environnemental absolument monstrueux. Et donc nous, on lutte vraiment contre ça. On essaye de faire du lobbying auprès de la Commission européenne notamment pour qu'elle prenne des mesures ambitieuses. Et d'ailleurs, cette année, on a eu un grand succès parce que pour la première fois, la Commission s'est engagée à légiférer sur les téléphones portables. Or, c'était jamais arrivé auparavant. Et là, ils se sont engagés à les rendre plus durables et plus réparables. Donc, on est super contents. Le fait d'être citoyen lobbyiste, je pense que c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, notamment au niveau européen, c'est un système qui n'a pas été fait pour donner une place aux citoyens. Donc, que ce soit une place au niveau du développement des politiques, mais aussi que ce soit une place juste, en fait, où le citoyen peut exprimer ses inquiétudes ou ses intérêts ou vraiment ce qu'il aimerait voir au niveau européen. Et donc, on a un espèce de système qui est très opaque, qui n'est pas du tout ouvert au public. Et du coup, ça crée cette espèce de distance en fait entre le citoyen et l'Union européenne. Et moi, j'essaye en fait de mainstreamer, on va dire, les politiques européennes pour les rendre plus accessibles parce qu'en fait, elles sont hyper importantes. Ouais. Et quand tu dis tu luttes contre l'obsolescence programmée, ça consiste en quoi précisément cette lutte ? Donc on est actif au niveau donc à la fois européen, donc notamment on fait du lobbying auprès de la Commission et du Parlement pour qu'ils adoptent des mesures ambitieuses en termes de réparation et en termes de la durabilité des appareils électroniques. Et donc ça prend diverses formes. Pour te donner un exemple, on a fait une campagne au début de l'année donc spécifiquement sur les smartphones. Et alors là, on a envoyé des lettres à la Commission, on a rencontré des personnes qui sont chargées de développer ces politiques, mais on a aussi fait des actions un peu plus activistes, un peu plus coup de poing. Donc par exemple, on a créé devant le Parlement européen et aussi dans d'autres villes européennes des scènes de crime, si tu veux, donc vraiment comme dans les séries avec le ruban jaune et noir et les preuves qui sont numérotées au sol. Et la victime de cette scène de crime, c'était un smartphone. Et donc le but, c'était vraiment d'appeler la presse, de leur demander de prendre des photos, etc., pour qu'après, les politiques qui sont en charge de développer ces législations voient ça et se disent « Bon, il y a quand même un petit souci avec ça. » On avait fait aussi une pétition, on avait demandé aux gens de signer, donc on avait eu 25 000 signatures en quelques semaines. Donc voilà, ça c'est un peu les différents outils qu'on utilise, mais on est aussi actif au niveau des pays où nos membres sont situés. Et alors là, on les aide à développer des tactiques, notamment de lobbying, pour que justement les ministères ou alors les parlementaires votent des législations ambitieuses en termes de réparation et en termes de lutte contre l'obsolescence programmée. D'accord. Et pourquoi tu as décidé de t'engager au niveau européen ? Je pense qu'il y a une première raison qui est assez égoïste, c'est que moi j'adore les environnements internationaux. Depuis que je suis toute petite, j'adore quand ça parle plein de langues, j'adore quand on enchaîne des conversations en anglais, en espagnol, en italien, et du coup pour ça, Bruxelles et l'Europe, il n'y a pas mieux quoi. Je crois qu'on est une des villes au monde où il y a le plus de nationalités, donc ça c'était une des premières raisons. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait les gens se rendent pas forcément compte. Mais dans les pays européens, jusqu'à 80% des législations environnementales viennent de l'Europe, viennent de Bruxelles. Et on n'a pas forcément cette impression que c'est si important. Or, c'est fondamental en fait. Jusqu'à 1/3 des législations européennes, donc dans les pays membres, viennent de Bruxelles. Et donc, c'est hyper important d'être ici pour influencer ces législations. Parce que ce qui se passe à Bruxelles, c'est que c'est aussi une ville qui malheureusement est tristement connue pour être un repère de lobbyistes. C'est la deuxième ville où il y a le plus de lobbyistes au monde. La première, c'est Washington, la deuxième, c'est Bruxelles. Et donc, il y a des rôles d'influence, il y a des relations de pouvoir qui sont absolument incroyables, mais aussi très, très inquiétantes. Et c'est hyper important d'être ici pour justement contrebalancer ces relations de pouvoir. Et le problème aussi, ce qui se passe, c'est que les citoyens se sentent très, très loin de ce qui se passe ici, et les médias aussi. Donc, il y a un peu une culture d'impunité à Bruxelles entre les gens qui créent les lois et les gens qui les influencent. Et donc ça peut être très dangereux et on l'a déjà vu dans le passé. Et moi je trouve ça absolument hyper intéressant mais surtout fondamental d'être ici pour servir un peu de contre-pouvoir en fait. Et en tant qu'ONG environnementale, d'aller voir les parlementaires et de leur dire oui mais il ne faut pas croire tout ce que les lobbies vous ont raconté. Regardez, nous on a aussi des preuves, on a aussi fait nos recherches et leur démontrer par A plus B qu'en fait il faut aussi prendre l'environnement en compte. Il faut aussi prendre les gens en compte et il ne faut pas juste se focaliser sur les intérêts privés, qui sont
hyper présent ici. C'est assez impressionnant quand on arrive la première fois. On se dit mais où j'ai débarqué quoi, c'est pas possible que ça se passe comme ça. Et pourtant si, ça se passe comme ça et les gens s'en rendent pas forcément compte. Et quel rôle doit ou devrait jouer l'Union européenne dans la protection de l'environnement justement ? Pour moi en tout cas personnellement un rôle essentiel. Ce qui se passe c'est que aujourd'hui en fait le problème c'est que l'Union européenne s'est trop éloignée des citoyens. Donc il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, et je les blâme pas parce que c'est excessivement compliqué. Par exemple, la différence entre le Conseil européen, le Conseil de l'Europe, qui est aussi une autre institution, la Commission, le Parlement, enfin voilà. Et donc ça crée un vrai problème de légitimité. Or, si on redonne cette légitimité à l'Union européenne, elle a un potentiel de dingue en fait, pour prendre le lead même au niveau mondial sur tout ce qui est politique environnementale. On dit souvent que l'Europe, par exemple, est la leader mondiale en termes de climat. Alors, après, quand on regarde vraiment les chiffres, on se dit, finalement, leader mondial, ça ne veut pas forcément dire avoir une ambition de dingue. Mais aujourd'hui, dans les faits, il s'avère que l'Europe est effectivement, en termes d'ambition, souvent la leader mondiale. Et donc, il y a moyen d'en faire quelque chose d'incroyable si vraiment on redonne cette légitimité à l'Europe et on redonne ce pouvoir à l'Europe elle est malheureusement en train de perdre au profit notamment des populistes. Et c'est très grave ce qui se passe aujourd'hui en Europe avec les populistes. Et c'est un vrai risque, en fait, qu'on voit de plus en plus de pays s'éloigner de l'Europe. Et du coup, elle va gagner en faiblesse, entre guillemets. Elle va être de plus en plus faible et elle va avoir de moins en moins d'impact. En fait, on se rend compte aujourd'hui, par exemple, dans tout ce qui est négociation internationale, que l'Europe a un poids. Pourquoi ? Parce que c'est l'Europe, en fait. Et que si on prend les différents pays européens un par un, ils ont un poids beaucoup plus faible sur la scène internationale. Et donc c'est ça qui a permis à l'Europe de vraiment prendre le lead sur les ambitions climatiques notamment, c'est parce qu'elle représente un tas de pays dont certains sont parmi les plus grosses économies du monde. Et donc si on lui enlève cette légitimité, si on continue à l'affaiblir, notamment à cause de tout ce qui se passe avec les populistes, avec les partis d'extrême droite, on risque en fait d'avoir une Europe qui, entre guillemets, sert plus à grand chose, qui est juste technocratique et juste administrative, et qui du coup ne peut plus mener ce combat pour le climat et pour l'environnement qu'elle est en train de mener aujourd'hui. Ouais. Mais c'est vrai que l'Europe, l'Union européenne, toutes les politiques, ce sont des sujets très opaques pour la majorité des gens, tu le disais. Ouais. Comment toi tu fais pour essayer de rendre accessibles tous ces sujets, pour réintéresser les gens, les populations aux sujets concernant l'Union européenne ? C'est super compliqué, on va pas se mentir, c'est super compliqué. En fait, le problème, c'est que le système européen, par exemple, a été créé de telle sorte à ce qu'il soit opaque pour les citoyens. C'est un fait, ça. Ça n'a pas du tout été créé en pensant à la participation citoyenne, à est-ce que les gens vont avoir le droit de donner leur avis sur telle politique ou tel processus. Et c'est d'un compliqué. Moi, je connais des gens ici qui sont impliqués dans les processus européens et qui continuent à avoir du mal à comprendre les subtilités et les détails parce que c'est un casse-tête, quoi. Si aujourd'hui on n'a pas fait Bac plus 14 spécialité Union européenne, on n'y comprend pas grand-chose. Donc ça, c'est assez dramatique. Moi, à mon petit niveau, à mon humble niveau, j'essaie de rendre ça plus accessible, notamment à travers Instagram, en racontant un peu ce qui se passe, mais d'une façon très personnelle en fait. Donc par exemple, je raconte les réunions dans lesquelles j'ai été, je raconte les événements auxquels j'ai assisté, je raconte les incohérences que je vois parfois, qui sont assez fréquentes. Donc par exemple, quand il y a un événement où j'ai été parce que ça avait l'air super intéressant comme sujet et que je me rends compte qu'il a été exclusivement payé par un pays qui est lié à des violations des droits de l'homme par exemple, je vais le raconter sur Instagram parce que je trouve que c'est intéressant en fait que les gens se rendent compte un peu de comment ça se passe ici. Mais c'est très complexe, on va pas se mentir. Et sans une réelle prise de conscience des institutions qu'il faut qu'elles fassent un travail monstrueux d'éducation et de sensibilisation, on va continuer à avoir des gens qui se méfient de l'Europe pendant des années et des années en fait. Donc il faut qu'il y ait un travail de sensibilisation, mais vraiment d'éducation aussi, même chez les plus jeunes, pour qu'ils comprennent l'importance que peut jouer l'Union européenne aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est pas du tout le cas, on en est très loin, quoi. Ouais. Et pour revenir aussi un petit peu sur ton parcours, avant tu étais consultante en développement durable et donc tu me disais je suis passée du privé au public. Qu'est-ce que ça a changé concrètement ? En fait, quand j'étais dans le privé, quand je suis arrivée dans le privé, je me suis dit c'est génial parce que du coup je vais pouvoir influencer les choses de l'intérieur. Et j'en étais vraiment convaincue. J'ai travaillé avec des gros clients qui sont des grosses entreprises, que ce soit dans le domaine des cosmétiques ou de l'agroalimentaire.
je me disais mais c'est génial parce qu'on va pouvoir vraiment faire changer les choses de l'intérieur et influencer les process et influencer sur l'économie. Et aujourd'hui, on sait que l'argent est le nerf de la guerre, donc voilà, j'étais super contente et j'avais vraiment plein d'ambitions pour ça. Et très vite, malheureusement, je me suis rendu compte que c'est très compliqué de faire changer les choses de l'intérieur. Et que faire changer les choses de l'intérieur, ça veut dire qu'on est d'accord avec le système dans lequel on vit, mais qu'on veut juste un petit peu améliorer. Et c'est ce que font beaucoup d'entreprises aujourd'hui. En fait, elles mettent un peu de vert à droite à gauche et elles se disent écologiques ou elles se disent éthiques. Et en fait, au bout d'un moment, moi, ça m'a profondément dérangée. J'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Et quand je suis passée dans le public, quand je suis revenue à Bruxelles, parce que ça, c'était en France notamment, je me suis assez vite engagée donc, dans le public, donc notamment dans des ONG. Et là, je me suis vraiment épanouie parce que je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Moi, dans mon état d'esprit, j'avais l'impression, et j'en suis toujours convaincue, que avant de changer les choses de l'intérieur, il faut d'abord lutter contre un système. Et ces rôles dans ces ONG m'ont permis vraiment de lutter contre ce système dans lequel on vit, qui est donc le système capitaliste, le système néolibéral. Et je me suis vachement plus épanouie, si tu veux, dans ce rôle-là, plutôt que dans le rôle d'aller convaincre des gens qui sont persuadés que le capitalisme est la solution et qu'il faut toujours faire plus d'argent, qu'en fait, il faut mettre un peu de verre là, à droite à gauche. Ça me dérangeait et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était très compliqué de faire changer les choses de l'intérieur. Ouais. Donc, c'est pour ça que je me sens beaucoup plus épanouie, en tout cas, dans le rôle dans lequel je suis aujourd'hui. Ouais, toi, tu as envie de changer le système en profondeur plutôt que d'améliorer simplement. Ouais. Mais on va y revenir d'ailleurs parce que j'ai une question sur ça, sur la radicalité, ce concept-là. Mais on va y revenir. D'abord, j'aimerais bien parler pour finir de présenter un petit peu ton parcours et ce que tu fais surtout. Tu as créé aussi The Green Seeds Project. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Parce que c'est hyper intéressant. C'est sur l'éducation et donc nous donner quelques détails sur ce projet. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que je te raconte un peu la jeunesse du projet parce que je pense que c'est important pour comprendre cette initiative. C'est que donc, entre le moment où je travaillais dans ces entreprises et le moment où je suis revenue à Bruxelles et que j'ai commencé à travailler au niveau européen, je me suis dit, je fais tellement d'abstraits, je travaille tellement sur des sujets qui sont abstraits, alors qu'en fait, j'avais besoin de ce lien avec le niveau local. Et donc, à côté, je suis coordinatrice de Fashion Revolution ici en Belgique. Et on fait plein d'initiatives de sensibilisation à l'impact du textile. Et un jour, on avait une école qui nous a contactés et qui nous a dit « Vous voulez pas venir parler des impacts de la mode dans notre classe ?» Et on s'est un peu regardé en disant « Oh là là, aller dans une école, parler à des jeunes, moi, je m'en sens pas capable, vas-y toi. » Non, vas-y toi. Enfin, personne voulait trop y aller. Et puis finalement, moi, j'y suis allée. Et ça a été génial. C'est-à-dire qu'on a eu un super retour à la fois de la part des profs, à la fois de la part des élèves qui ont dit oui, mais c'est super intéressant parce que souvent on nous parle de changement climatique ou de perte de la biodiversité, mais on se rend pas vraiment compte de ce que ça implique parce que ça paraît très abstrait et très éloigné de nous. Et là a commencé à me trotter dans la tête l'idée de créer cette initiative qui permettrait de sensibiliser à l'environnement dans les écoles secondaires ici en Belgique, mais à travers des sujets qui sont hyper concrets. Parce que ce qu'on s'est dit aussi, c'est qu'on voulait viser principalement des écoles dites défavorisées. Et il y en a malheureusement beaucoup ici à Bruxelles. Et c'est surtout des jeunes qui vivent en milieu urbain 365 jours par an et pour qui la nature, c'est pas forcément une priorité. Et donc commencer à leur parler de la perte de la biodiversité, du fait qu'il n'y ait plus de vers de terre dans le sol ou du fait que la planète se réchauffe, pour eux, ça les concernait pas vraiment, quoi. Et donc on s'est dit, on va identifier 3 thèmes qui sont liés à la consommation, donc qui sont des thèmes auxquels ils sont confrontés tous les jours, donc qui sont donc la mode, le plastique et l'alimentation, parce que on s'habille tous les matins, on mange 3 fois par jour en général, et le plastique, c'est très difficile de passer une journée sans y être confronté. Et on s'est dit, on va utiliser ces thèmes en fait comme des portes d'entrée pour parler de sujets qui sont beaucoup plus vastes. Donc, par exemple, quand on parle de la mode, on peut parler aussi de la pollution de l'eau, on parle de la surconsommation, on parle de la globalisation, on parle de plein d'autres sujets, mais à travers ces angles qui leur sont hyper familiers, qui sont donc la mode, le plastique et l'alimentation. Et en fait, je dois dire que ça marche pas mal parce qu'ils sont assez réceptifs. Et le but de ce projet, c'est donc notamment de les sensibiliser, mais pas que. C'est vraiment de leur faire prendre conscience qu'ils peuvent devenir des acteurs de changement, que ce soit à leur niveau personnel, au niveau de leur famille, au niveau de leur école ou au niveau de leur quartier. Parce qu'on a développé une méthodologie qui permet, après les avoir sensibilisés à ces enjeux-là, de les encourager à agir. Donc on leur propose de développer un projet auquel ils doivent réfléchir complètement. Et après, on les accompagne dans le développement de ce projet de A à Z.
Pour te donner un exemple, cette année, on s'est vraiment focalisé sur la mode et on a eu des élèves qui se sont dit nous, on veut organiser une vente de seconde main dans notre école. Nous, on veut créer une espèce de petit document qui permette à tout le monde d'avoir en un coup d'œil toutes les initiatives de seconde main à Bruxelles. Voilà, donc ils ont développé tous ces projets-là. Et ce qui est top, c'est qu'au final, à la fin, non seulement ils sont sensibilisés sur un sujet, mais en plus, ils peuvent se dire « Ah, mais on peut devenir acteur, en fait, de ces sujets-là. On peut changer les choses, même à notre niveau, même si on n'a que 14, 15 ans. Et surtout, même si on vient de quartiers où ils se sentent souvent, en fait, un peu oubliés. Oubliés des politiques publiques, oubliés de la société. Et donc ça leur permet de leur reprendre confiance en eux, de faire un lien avec l'écologie, mais surtout de les faire réaliser qu'en fait, ils peuvent changer les choses à leur niveau. Et ça, c'était hyper important dans le développement du projet. Ouais, c'est hyper chouette. Et du coup, en fait, tu formes un peu la nouvelle génération d'activistes avec ce projet, quoi. Ça, je sais pas. Je sais pas si je forme la nouvelle génération d'activistes parce que ils sont pas forcément tous réceptifs déjà. Mais par contre, ce qu'on fait, je pense, et ça, c'est vrai qu'on en est assez fiers, c'est qu'on plante des graines. Et c'est pour ça que le projet s'appelle The Green Seeds Project. C'est parce que l'idée, c'est vraiment de planter des graines dans la tête de ces jeunes aujourd'hui, où certains vont se sentir hyper concernés, vont vouloir agir directement en disant « oui, c'est scandaleux, il faut absolument qu'on fasse quelque chose ». Il y en a d'autres qui vont pas spécialement se sentir concernés, qui vont pas forcément avoir envie d'agir. Mais par contre, ce qu'on espère, c'est que dans quelques années, quand ils seront peut-être un peu plus âgés, ou qu'ils vont être confrontés à nouveau à ce problème-là, ils vont se dire « mais c'est vrai que on en avait parlé il y a quelques années. Je me rappelle qu'on avait parlé des impacts désastreux du plastique ou qu'on avait parlé des impacts désastreux du secteur textile et qui vont commencer à changer par rapport à ça. » Donc c'était vraiment l'idée de base, c'était de planter des petites graines et si elles éclosent, je ne sais jamais comment dire ça, elles éclosent. Elles germent. Elles germent, voilà exactement. Si elles germent directement, c'est génial. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Parce qu'on sait qu'elles vont germer à un autre moment en fait. Ouais. Toi, par contre, tu te définis comme une activiste, une militante écologiste. J'aimerais bien revenir sur cette notion d'activisme et d'activiste. Qu'est-ce que ça veut dire précisément ? C'est une très bonne question. Je lisais quelque chose que Céline Seman, qui est une éducatrice justement canadienne-libanaise, je crois, qui est basée à New York et qui a créé The Slow Factory, qui est une initiative super qui sensibilise notamment au secteur de la mode, disait il n'y a pas longtemps justement sur le terme activiste, et elle disait « Moi, ça me gêne quand on m'appelle une activiste, parce que pour moi, activiste, c'est les gens qui utilisent leur corps pour faire barrière. » Donc par exemple qui vont dans des manifestations ou qui vont vraiment se confronter à la police et qui vont potentiellement subir des violences ou qui vont se faire arrêter. Et elle disait moi je me sens pas légitime parce que moi je me sens plus comme quelqu'un qui éduque. Et à la base j'avoue que j'avais assez le même raisonnement en fait, je me sentais pas forcément légitime quand on disait que j'étais activiste. Je disais non, moi je suis plutôt dans la sensibilisation, je suis plutôt dans, on va dire, le compromis. Et puis en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que, surtout en fait en m'impliquant, par exemple avec Extinction Rebellion, que activiste, ça veut dire plein de choses. Il n'y a pas forcément une définition. Et on peut être activiste en signant des pétitions sur Internet. On peut être activiste en partageant des articles sur Instagram. On peut être activiste en créant un podcast. On peut être activiste en allant s'attacher à une porte et se faire arrêter par la police. Tout ça, en fait, c'est des formes d'activisme qui sont différentes et qui sont complémentaires. On a besoin de toutes ces formes d'activisme pour vraiment faire changer les choses. Donc, je me sens plus légitime aujourd'hui à m'appeler une activiste grâce à cette progression de ce raisonnement, en fait, si tu veux. Et je pense que c'est génial parce que dans ces 2 dernières années, on a découvert justement que toutes ces formes d'activisme sont nécessaires et sont complémentaires. Et il y a de plus en plus de gens qui se sentaient pas forcément l'âme d'un activiste et qui aujourd'hui se disent si moi aussi je peux le faire parce qu'il y a différentes façons de s'investir dans l'activisme. Et du coup c'est super de voir ça. Il y a des personnes qui ont passé toute leur vie sans forcément s'intéresser à une cause particulière et qui aujourd'hui, même à la retraite, se découvrent une âme d'activiste. Et du coup moi je trouve ça vraiment super chouette quoi. Ouais. Et après, par contre, il y a quand même certaines critiques qui s'élèvent contre les activistes en disant que ces personnes sont trop radicales. Et du coup, je me suis pas mal interrogée sur cette notion de radicalité. J'ai l'impression que finalement, elle est essentielle quand on s'indigne, quand on défend une chose aussi essentielle que la planète, que l'environnement. Et finalement, on a envie de se battre pour un monde qui est radicalement différent, pas simplement moins pire, quoi. Et puis c'est ce que tu disais aussi avec ton engagement
rapprochement entre le privé et le public finalement. Ouais, tout à fait. Moi, je le trouve super beau, ce terme radical. Je sais pas si c'est peut-être un peu bizarre, mais je trouve que c'est important d'être radical, comme tu dis, parce que on lutte pas pour une petite amélioration. Comme je disais tout à l'heure, on lutte pas pour mettre du verre à droite à gauche, en fait. Aujourd'hui, si on écoute la science, on se rend compte qu'on est dans une situation dramatique. Et c'est vraiment pas pour dramatiser que je dis ça, mais il nous reste à peine quelques années pour changer les choses. Et il nous reste ce qu'on appelle un budget carbone très très limité. Et ça, c'est juste pour parler du changement climatique. On parle même pas du fait que nos sols sont dans un état tellement catastrophique que potentiellement dans 60 ans, on ne pourra plus faire une seule récolte, donc on n'aura plus rien à manger. On parle pas de l'effondrement de la biodiversité qui fait qu'on a quasi plus d'insectes pollinisateurs qui sont essentiels justement à cette biodiversité. Voilà, on parle que du changement climatique. Et je trouve ça en fait tellement grave que je pense qu'on peut pas s'empêcher d'être radical quand on parle de ces sujets-là. C'est pas possible. On peut pas juste lutter pour un peu mieux. Là, il faut lutter pour un changement de système. Sinon, on va pas s'en sortir. Et en fait, quand on dit on va pas s'en sortir, je trouve que c'est en plus assez dingue de dire ça parce que il y a déjà des gens qui sont pas en train de s'en sortir aujourd'hui. Il y a déjà des morts à cause du changement climatique et de la crise écologique. Et on s'en rend pas forcément compte parce que nous, on vit encore dans un environnement très confortable où on se rend pas forcément compte des changements qui vont arriver. Mais quand on regarde un peu en dehors de l'Europe, quand on arrête de se regarder un peu le nombril en tant qu'occidental gâté, on se rend compte qu'il y a des gens, il y a des situations qui sont absolument dramatiques à l'autre bout du monde. Donc lutter pour un peu mieux, moi personnellement, ça m'intéresse pas. Moi, je veux lutter pour un système qui soit non seulement durable pour la planète, mais qui soit aussi éthique pour tous ses habitants. Et quand on se rend compte de ça, je pense que c'est très difficile de pas être radical et d'être un peu de se dire que on va peut-être faire un peu mieux, mais on peut s'arrêter là. Et ce que je trouve bien aussi avec le terme radical et avec les gens qui se disent radical, c'est que on arrive en fait à se sortir d'un mode de pensée qui nous est imposé depuis la petite enfance. Moi, je sais pas si tu te rappelles, mais en tout cas à l'école, jamais on m'a poussé à remettre en cause le système dans lequel on vit. Jamais. C'est jamais arrivé. On m'a jamais dit que le capitalisme potentiellement c'était pas bien, que le néolibéralisme c'était pas bien. En fait, on parlait même pas de ces sujets-là, ou à tout casser d'un point de vue historique pour parler de l'avènement du capitalisme. Mais sinon, on m'a jamais poussé à remettre en question ces enjeux-là. Et moi, je viens pas du tout d'une famille qui est active politiquement, qui s'est impliquée dans quelques luttes. Non, pas du tout. Donc, ça a été un apprentissage et une réalisation très progressive, puisque je l'ai fait complètement seule, et avec l'aide de certains mouvements où j'ai beaucoup lu et je me suis beaucoup intéressée à ces choses-là, mais j'ai pas été poussée par ma famille ou mon environnement immédiat. Et donc, je trouve ça vachement, vachement beau, en fait, de se déclarer radical, parce que ça prouve qu'on a, pas réussi, parce que c'est pas vraiment une question de succès, mais qu'on a fait ce chemin-là et qu'on arrive à remettre en question le système dans lequel on vit, alors que ça, c'est quelque chose qui est très difficile. C'est tellement plus facile, entre guillemets, de pas forcément se poser de questions et de continuer comme si de rien n'était. Et donc, le terme radical, c'est un terme que j'aime beaucoup, et je l'aime beaucoup aussi. Pourquoi ? Parce que quand je suis invitée à parler dans des réunions ou dans des événements qui sont souvent avec le même type de personnes, donc notamment des hommes blancs d'un certain âge, on va dire, ce qui est quand même très présent ici à Bruxelles, et que je dis qu'il faut être radical et qu'il ne faut pas avoir peur du terme radical, la réaction est géniale en fait. Tu commences à sentir un peu la gêne, les gens qui se regardent un peu entre eux, oh là là, qui est-ce qu'on a invité à cet événement, pourquoi on nous parle de radicalisme, et c'est bien parce que j'espère en tout cas que ça déclenche une petite remise en question et une petite réflexion sur ces enjeux-là. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce terme-là. Moi aussi, je l'aime beaucoup et je me suis pas mal interrogée dessus. Et c'est marrant que tu parles aussi des personnes qui souffrent déjà de réchauffement climatique. J'ai écouté il y a quelques semaines une intervention d'une jeune, je crois qu'elle était somalienne, et elle racontait à quel point sa famille devait migrer et était en train de mourir de faim à cause de la sécheresse, et à quel point ça avait changé en quelques années. Mais ces situations-là sont loin de chez nous, loin de l'Union européenne. Du coup, je me demandais à quel point l'Union européenne est prête pour cette radicalité, parce qu'on n'est pas encore
touchées parce que les populations sont pas encore à ce point-là touchées par le réchauffement climatique. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça ? En fait, l'Union européenne est parfaitement consciente de ce qui se passe à l'autre bout du monde. Elle en est complètement consciente. Pourquoi ? Parce qu'elle a notamment un service d'action extérieure, comme tous les pays, si tu veux, un espèce de ministère des Affaires étrangères européen, qui traite avec quasi tous les pays du monde. Et accessoirement, à Bruxelles, par exemple, il y a des ambassades de quasi tous les pays du monde. Donc toutes ces situations-là, elles sont connues. Là où je pense que l'Union européenne est peut-être réticente, c'est que, en fait, ça implique de vraiment prendre ses responsabilités. Pourquoi ? Parce que, clairement, on est les responsables de ce qui est en train de se passer. Historiquement, l'Union européenne est le continent qui a émis le plus, avec maintenant, les États-Unis et la Chine qui est vraiment en train de rattraper. Mais historiquement, c'est notre faute. C'est notre exploitation de la nature et c'est notre croyance qu'on est vraiment tout puissant. Et ces croyances-là, en fait, elles sont assez profondément ancrées dans une vision qui est hyper colonialiste. On exploite la nature comme on a exploité les gens pendant des années et comme on continue d'ailleurs de les exploiter. C'est juste que ça se passe derrière des murs et derrière des barbelés dans les pays d'Amérique du Sud, par exemple, où on continue à faire du forage et on continue à miner pour avoir des métaux qui sont notamment utilisés dans les produits que nous, on utilise en Europe. Tu vois, donc ça fait lien avec les téléphones, avec les ordinateurs, etc. On continue à exploiter, par exemple, les énergies fossiles qui, historiquement, se trouvaient, par exemple, dans les réserves des Indiens aux États-Unis. Donc, en fait, tout ça, c'est lié. C'est cette vision exploitatrice, on va dire, et cette vision colonialiste du monde. Et c'est là où je pense que l'Union européenne a beaucoup de mal à se remettre en question, parce que ça voudrait admettre qu'historiquement, on est responsable et que du coup, aujourd'hui, on a une responsabilité beaucoup plus grosse que les autres pays de s'impliquer dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de s'impliquer dans ce qu'on appelle une justice climatique, c'est-à-dire soutenir les pays qui aujourd'hui souffrent le plus, et de s'impliquer aussi dans les soutenir, même par exemple dans tout ce qui est accueil des migrants. Tu vois, aujourd'hui, on est dans une situation quand même où on estime qu'on va avoir entre 200 et 500 millions de migrants climatiques d'ici 2050. Et quand tu vois un peu aujourd'hui la réaction de l'Union européenne, quand il y a à peine, entre guillemets à peine, hein, on se comprend, mais 1 million de migrants qui viennent frapper à notre porte, tu te dis qu'est-ce que ça va être quand on aura 200 et 500 millions de personnes, quoi. Donc soit l'Union européenne aujourd'hui, elle a vraiment deux chemins possibles. Soit elle prend ses responsabilités, historique et actuelle. Elle prend ses responsabilités notamment dans le fait qu'on est ceux qui ont émis le plus et qui aujourd'hui consommons le plus. Et du coup, elle accepte cette notion de justice climatique et donc non seulement elle s'engage à réduire ses propres émissions, mais elle s'engage à aider les autres pays à réduire leurs émissions et aussi à s'adapter au changement climatique. Ou alors, elle continue à avoir des œillères et à se dire qu'elle est juste responsable uniquement pour ce qu'elle est en train d'émettre en ce moment et que c'est sur ça qu'il faut se focaliser. Mais ça, ce serait très très dangereux parce que du coup, effectivement, on continue à nier la souffrance de millions de personnes à travers le monde, souffrance dont on est clairement responsable. Ouais. Pardon, excuse-moi, dis-moi. Non, je suis entièrement d'accord avec toi et j'aimerais aussi rajouter, mais je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, qu'il y a aussi, notre société patriarcale est aussi responsable. Enfin, finalement, après moi, j'ai l'écoféminisme m'a aussi aidé à comprendre beaucoup de choses et sur faire des liens entre l'exploitation de la nature et la domination sur les femmes, qui finalement répondent aux mêmes règles et aux mêmes système. Et c'est marrant, tu parlais tout à l'heure même type de personnes qui sont invitées à parler de ces choses-là, des hommes blancs de plus de 60 ans. Enfin, on est clairement dans un système qui exploite les autres, les femmes notamment, et la nature, quoi. Non, mais tout à fait. Le parallèle, il est évident. Le problème, c'est qu'il est pas évident pour les personnes qui sont aujourd'hui au pouvoir, en fait. Et moi, j'avais pris une photo qui m'avait vachement marquée. C'est qu'il y a à peu près 2 ans, j'allais au Parlement européen pour la projection d'un documentaire sur le greenwashing des grosses entreprises. Et donc, au Parlement européen, c'est assez sécurisé, c'est un peu comme dans les aéroports, tu vois, donc tu dois passer par des portiques, tu dois déposer tes affaires, etc. Et donc, je me mets dans la queue pour ce documentaire, et vu que c'était ouvert au public, il y avait un peu de tout, il y avait des familles, il y avait des jeunes, il y avait des couples, il y avait des amis, il y avait, un peu de tout, on va dire. Et puis la queue d'à côté, donc la machine de sécurité d'à côté,
il y avait un événement, je crois, qui était sur le gaz, il me semble. Ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, un sujet, c'était lié plus ou moins à l'énergie. Et là, incroyable. Et j'ai dû en prendre une photo tellement je m'en remettais pas. Une file d'hommes, tous en costard, blancs. Le plus jeune devait avoir 45 ans. Et je me suis dit, c'est grave. C'est très très grave ça quand même. On s'en rend pas compte, mais c'est assez dramatique. Parce que c'est ces personnes-là, bon en l'occurrence là je pense que c'était plutôt des lobbyistes plutôt que des parlementaires, mais c'est très grave parce que ça veut dire que c'est toujours le même point de vue qui est défendu en fait. C'est toujours ce point de vue de ce pouvoir qui est accaparé par ces hommes blancs d'un certain âge qui est défendu. Et il y a très très peu de représentativité, que ce soit la représentativité des femmes ou que ce soit aussi la représentativité par exemple des personnes de couleur. Il y a très peu de parlementaires européens de couleur. Il y en a eu un, c'était un Anglais notamment, pour te donner un exemple, qui s'appelait Majid Majid. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Ouais. C'était donc un parlementaire, un jeune enfant de réfugié qui était devenu maire d'une des plus grandes villes d'Angleterre, maire écolo, et je crois qu'il était d'origine somalienne, mais je suis pas sûre. Et bref, il a été élu parlementaire européen. Donc assez incroyable, quand même assez révolutionnaire, sachant qu'il était jeune, de couleur, enfant de réfugié. Enfin, à Bruxelles, c'était une révolution, quoi. Et puis boum, il va le premier jour au Parlement, je crois que c'était à Strasbourg à ce moment-là, pour participer au débat, et il s'est fait sortir. Il s'est fait sortir parce que la sécurité ne pensait pas que c'était un parlementaire. Je trouve que c'est assez édifiant en fait du problème qu'on a aujourd'hui dans les sphères de pouvoir en Europe, que ce soit au niveau européen ou même au niveau national. C'est terrible. Moi, je trouve ça terriblement grave. Et c'est quelque chose pour lequel il faut absolument lutter, pour plus de représentativité, parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir. Ce sera toujours les mêmes intérêts qui seront défendus. Ouais, je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que c'est hyper inspirant de voir une jeune génération, des jeunes femmes notamment, avec Greta Thunberg aussi, et puis toi, et puis plein d'autres, qui s'engagent sur ces sujets-là. Moi, je trouve ça hyper encourageant. Je sais pas si tu as la même impression, toi, de ton côté, en constatant que peut-être il y a pas mal de jeunes femmes qui s'engagent sur ces sujets, mais je trouve ça assez encourageant. J'espère que ça fera changer les choses, parce qu'effectivement, on a besoin de plus de diversité, sinon on n'y arrivera pas. Ah mais c'est essentiel, et tu vois à quel point ce problème de vision du monde et de diversité est ancré dans les mentalités. Je sais pas si tu te rappelles, je crois que c'était à Davos, mais je suis pas sûre à 100%. Tu te rappelles de la photo qui a été prise d'activistes environnementales, dont Greta et je crois une Allemande et une autre personne, donc elles étaient toutes les trois blanches. Mais sur la photo originelle, il y avait aussi une jeune activiste pour le climat ougandaise. Ouais, c'était scandaleux. Ouais. Et elle a été coupée de la photo. Ouais. Non, mais c'est juste hallucinant, je crois. Et donc, effectivement, je crois que c'était Reuters après, ou un autre média, qui s'est confondu en excuses, en expliquant que c'était pour des raisons, je sais pas quoi, que Greta devait être centrée sur la photo. Mais donc, ça prouve à quel point, en fait, c'est ancré. Et c'est ça qui est très difficile à déconstruire, en fait. C'est ces mentalités, cette vision du monde blanche, majoritairement masculine, même si ça commence un peu à s'ouvrir aux femmes, mais majoritairement, ça reste blanc en fait. Et ça, c'est tout aussi grave. Et ça va être compliqué à déconstruire, mais c'est nécessaire. Si on veut changer de système, il faut déconstruire tous ces visions, ces espèces de prérequis qui sont mis dans nos têtes depuis des dizaines et des dizaines d'années. Je ne sais pas si tu avais vu, mais c'était hyper intéressant. Il y avait aussi tout un débat sur le fait que les musées, l'histoire en tout cas, est toujours racontée du point de vue des hommes. Et il y a de plus en plus d'historiennes qui se penchent sur la question et qui essayent en fait de transformer cette analyse de l'histoire pour la raconter du point de vue des femmes notamment. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde que ce soit les artistes ou dans les musées ou dans les livres d'histoire, c'est 99% des cas racontés du point de vue des hommes. Ça, c'est des choses qu'il faut déconstruire. Quoi. Ouais. Effectivement, c'est tout un système à déconstruire et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Voilà. Et puis, ça rejoint cette notion de radicalité. Il faut qu'on se batte pour un monde qui est radicalement différent. Quoi. C'est ça, exactement. Donc voilà. Et c'est vrai que j'aime bien aussi regarder le parcours un peu de mes invités pour comprendre d'où vient un peu l'engagement. Et chez toi, j'ai été frappée de voir qu'en fait, tu as
toujours été plus ou moins engagée. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression. Et je me demandais d'où vient cet engagement. Parce que tu me disais, je suis pas née dans une famille politiquement engagée, plus que ça. Pas du tout. Alors, j'ai pas du tout en fait toujours été engagée. C'est venu même assez tard. Tout dépend de ce qu'on pense par assez tard. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis belge, mais je suis née à Paris et j'ai grandi avec des parents, enfin, en tout cas, une mère, pas du tout engagée politiquement, pas du tout intéressée par l'environnement. Donc, maman, si tu nous écoutes, je suis désolée, mais c'est vrai. Voilà, qui s'est jamais intéressée à ces sujets-là. Et dans ma famille, pas du tout non plus, en fait. Et donc, moi, j'ai grandi en étant une grosse consommatrice. Voilà, moi, de mes 13 à mes 17 ans, j'allais une fois par semaine chez Zara ou H&M, je mangeais de la viande, je me faisais des voyages en avion, en veux-tu, en voilà. Voilà, j'étais pas du tout sensibilisée à ces enjeux-là. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée à l'université, par contre, ce à quoi j'ai toujours été sensibilisée, c'est la cause des animaux. J'ai toujours adoré les animaux. Je suis arrivée à l'université et il y a eu ce scandale, je sais pas si tu te rappelles, sur l'huile de palme, avec le Nutella, etc. Et j'ai commencé à voir des images d'animaux, notamment des orang-outans, mais aussi des éléphants, dont l'environnement était complètement détruit, qui étaient parfois tués ou blessés gravement par les feux qu'on mettait aux forêts, notamment indonésiennes, pour pouvoir planter de l'huile de palme. Et ça m'a choquée à un point. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est le Nutella que je m'enfile tous les matins et régulièrement à 4 heures avec une crêpe qui a cet impact-là. Bon, c'était un peu simplifié, hein, bien sûr, mais c'était une première approche de la question. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Et en fait, à partir de là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu partir seule, faire mon premier voyage seule, notamment en Asie, et j'ai fait du bénévolat pendant un bout de temps dans un refuge en Thaïlande qui s'occupe des animaux qui sont issus du trafic illégal et de l'industrie du tourisme. Et c'est un refuge qui était localisé en plein milieu de la jungle, super loin de toute grande ville. Et je me suis jamais sentie aussi bien, en fait. Donc en plein milieu d'une nature hyper hostile, parce qu'entre les serpents, les scorpions, l'extréa, dans un environnement de travail qui était quand même super dur, parce qu'on se levait à 5 heures tous les matins, on allait nettoyer les enclos, on allait chercher de la nourriture pour les animaux, donc c'était avec 80% d'humidité, enfin un truc un peu trash pour une petite Parisienne qui avait toujours vécu quasi avec la clim, et je me suis jamais sentie aussi bien. Cette simplicité de vie m'a bouleversée. Et à partir de là, il n'y avait pas de retour en arrière. Donc je suis rentrée à Paris, j'ai continué à apprendre sur les sujets, et puis au moment où j'ai atteint la fin de ma licence de droit, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire ? Est-ce que je veux devenir avocate ? Eh ben en fait, pas du tout. J'avais envie d'étudier l'environnement, et donc c'est à partir de là où j'ai été faire mon master, je suis venue faire mon master ici à Bruxelles, dans la gestion de l'environnement, et puis là, il y avait vraiment plus de retour en arrière, quoi, parce qu'en fait, plus t'apprends, moins il y a de retour possible. C'est pas possible de lire de plus en plus sur ces sujets-là et de dire, oh ouais, mais en fait non, j'aimais bien ma vie d'avant. C'est plus possible, et donc voilà. Et je continue à apprendre tous les jours, et je continue en fait à me radicaliser du coup grâce à cet apprentissage, quoi. Mais je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de retour en arrière possible. Une fois qu'on a mis le doigt sur ces sujets-là, on peut pas faire comme si ça n'existait pas et qu'on regarde ailleurs. C'est pas possible, quoi. Ça, c'est très compliqué, en tout cas, ouais. Je suis d'accord. Et ça t'apporte quoi de t'engager au quotidien, dans ta vie de tous les jours, comme ça ? Ça m'apporte... En fait, c'est un peu compliqué parce que quand tu regardes vraiment la science, on est mal barré, on va pas se mentir. Voilà, on est assez mal barré. Mais en fait, moi, je peux pas imaginer devenir fataliste. Je peux pas imaginer me dire c'est tellement mal parti que autant profiter de la vie pendant les 20 dernières années qui nous restent, faire n'importe quoi, voilà, juste faire la fête, voyager comme des malades et complètement s'en foutre, puisque de toute façon, il n'y a plus rien à faire. Je peux pas. Donc, ça me permet en fait déjà de pouvoir me regarder dans la glace, en fait, tout simplement, de pouvoir me dire que je participe à un effort. Et surtout, il y a ça, déjà de 1, il y a de 2, me dire que je fais ça aussi pas forcément que pour les humains, mais aussi pour toutes ces espèces qui n'ont pas de voix et qui aujourd'hui souffrent à cause de l'activité humaine. Donc que ce soit les espèces animales, mais aussi les espèces végétales. Et on a tendance à l'oublier, ça, on a tendance à se dire oui, mais en fait la lutte contre le changement climatique et pour l'écologie, c'est une lutte pour la survie de l'humanité.
c'est très égoïste de dire ça, moi je trouve, parce qu'on n'est pas seul sur Terre. Il y a des milliers d'espèces, voire des millions d'espèces qui sont là aussi et qui partagent cette planète avec nous et qui aujourd'hui subissent de plein fouet les impacts de l'activité humaine. Donc moi, c'est ça aussi. Ça me permet de me dire qu'en fait, je fais quelque chose de positif, donc si tu veux, de pouvoir me regarder dans la glace, mais aussi de me dire que je fais ça pour toutes ces espèces qui n'ont pas de voix au chapitre, et en fait, à vrai dire aussi pour tous ces gens qui n'ont pas de voix au chapitre. On parlait tout à l'heure des gens qui souffrent. Très souvent, c'est des gens qui ne font pas partie des processus politiques et qui n'ont pas de moyen de faire entendre leur voix et leur souffrance. Donc je me dis que je fais ça aussi un peu pour eux, en fait. Okay. C'est une façon de me dire que je participe à l'effort, en espérant que l'effort il n'est pas voué à l'échec. Mais non. non, mais je pense pas qu'il soit voué à l'échec, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer aujourd'hui, tu vois, et ça se sent de plus en plus. Après, le truc, c'est est-ce que ça va changer assez vite ? C'est ça la question. Tu vois, c'est en train de changer, c'est sûr. Est-ce que ça va changer suffisamment vite pour éviter la catastrophe ? À voir. Ça reste à voir. Ouais, c'est la question, c'est vrai. Ouais. Mais j'imagine que de toute façon, quand on s'engage, on a forcément cette lueur d'espoir. Sinon, ce serait très compliqué de s'engager sur ces sujets en pensant déjà qu'on n'y arriverait pas. C'est sûr. Moi, j'espère. Et j'ai commencé à écrire des fictions sur Instagram, justement. Qu'est-ce qu'un monde post-coronavirus si on prenait aujourd'hui des mesures ambitieuses pour relancer l'économie, mais qui impactent aussi positivement le climat et l'environnement, à quoi ça pourrait ressembler ce monde-là ? Et en fait, c'est génial, ça pourrait être incroyable, on s'en rend pas compte. Et il y a un super bouquin qui est sorti il y a pas très longtemps, je sais pas si tu vois qui c'est, Christiana Figueres. Christiana Figueres, c'est une diplomate costaricienne qui est, on l'appelle souvent l'architecte de l'accord de Paris. Donc c'est elle qui était responsable du département, on va dire, changement climatique à l'ONU pendant l'accord de Paris, et c'est un peu elle qui a œuvré en coulisses pour faire en sorte qu'il y ait cet accord. Aujourd'hui, elle a un peu quitté la diplomatie, et elle a écrit un bouquin qui est incroyable, qui s'appelle The Future We Choose. Et The Future We Choose, c'est 10 pages au début sur à quoi pourrait ressembler le futur si on ne fait rien, donc toutes les catastrophes qu'on connaît aujourd'hui, et puis 200 pages sur à quoi pourrait ressembler le futur si on prenait des mesures ambitieuses aujourd'hui. À quoi pourrait ressembler la ville de demain, l'alimentation, l'agriculture, le voyage, la santé. C'est bouleversant, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il pourrait être incroyable, il pourrait être durable, il pourrait être beaucoup plus éthique. C'est un futur qui est désirable, clairement. Et c'est hyper important, parce que souvent, on se focalise sur le négatif, sur à quoi pourrait ressembler le monde si on ne fait rien, mais on ne s'est pas vraiment concentré sur à quoi pourrait ressembler le monde si on fait quelque chose. Et c'est ça, moi, je trouve, qui manque aujourd'hui au mouvement écologiste. C'est cette vision d'un monde bien meilleur. Et c'est marrant que tu dis ça, parce que j'avais prévu une question précisément sur ce point-là, parce que j'avais assisté à une conférence où Julie Bernier, qui a le blog et le compte Sortez tout vert, qui disait « Dans le milieu militant écolo, on est toujours contre quelque chose, jamais pour. On ne prend jamais le temps d'imaginer ce que le monde pourrait être si on gagnait. » Donc c'est exactement ce que tu es en train de dire. Tout à fait, je pense que... Et c'est quelque chose qui est souvent reproché au milieu écologiste, et je pense que c'est reproché à juste titre. C'est que pour l'instant, on se focalise vachement sur ce qui pourrait se passer mal, donc les températures extrêmes, la hausse du niveau de la mer, le fait que les sols ne pourraient plus produire de récoltes, et on n'a vraiment pas pris le temps de se concentrer sur à quoi pourrait ressembler le monde de demain si on gagnait. Et il pourrait être absolument incroyable, le monde de demain. Il pourrait être beaucoup moins inégal, déjà, en premier lieu, et je pense que ça, c'est hyper important, c'est de parler des inégalités, parce que moi, je veux pas vivre dans un monde où, ok, il y a plus de changement climatique et où l'environnement se porte super bien, mais où les inégalités sont exacerbées, où les gens qui avaient faim aujourd'hui ont encore plus faim, et où, en fait, si tu veux, on s'est un peu protégé dans notre Europe fortifiée, où on subit moins les impacts, mais par contre, on a laissé tous les gens derrière mourir de faim et subir les impacts du changement climatique. Moi, ça m'intéresse pas personnellement. Donc, je pense que on se focalise peut-être un peu trop sur le négatif, mais on se focalise aussi parfois peut-être un peu trop sur juste le côté environnemental. Et si on veut que les gens croient en cette nouvelle histoire, cette histoire positive, il faut aussi qu'on se focalise sur l'humain, sur quel est l'impact potentiel de ce nouveau monde sur les gens, sur toi, sur moi, mais aussi sur les gens à l'autre bout du monde, et comment on pourrait vivre dans une société qui est beaucoup moins inégalitaire, mais qui est aussi beaucoup plus durable. Parce qu'en fait, ça va l'un dans l'autre. Si tu luttes contre le système, il oppresse pas que la nature aujourd'hui, il oppresse aussi les gens, comme on le disait tout à l'heure. Et donc, si on change tout ce système,
potentiellement, on pourra avoir accès à un monde qui est magnifique. Et ça, ce serait vraiment top, quoi. D'accord. Ouais. Ouais, non, c'est clair. Et d'ailleurs, cette lutte à la fois contre la pollution et la destruction de la nature et contre l'exploitation des gens, c'est tellement vrai dans l'industrie textile. Et toi, tu es coordinatrice de la Fashion Revolution en Belgique. Quel est ton rôle précisément avec cette organisation ? On va le rappeler très rapidement. Le mouvement Fashion Revolution, c'est un mouvement qui est là pour inciter les gens à changer et pour montrer toutes les dérives de l'industrie textile, notamment avec la Fashion Revolution Week qui a lieu tous les ans au moment du triste anniversaire de l'effondrement du Rana Plaza, qui avait eu lieu le 24 avril 2013. Et donc peut-être que toi, tu pourrais nous parler, pour qu'on termine un peu sur ces notions d'industrie textile, parce que je trouve qu'ils finalement illustre parfaitement tout ce qu'on a dit pendant la discussion sur à la fois l'exploitation des gens et des femmes notamment, et puis à l'autre bout de la planète, et puis l'exploitation de la nature, quoi, et la pollution engendrée. Ouais, c'est vrai que donc, moi je suis coordinatrice en Belgique depuis quelques années maintenant, et donc très concrètement ce qu'on fait, c'est qu'on sensibilise le grand public. Donc Fashion Revolution aujourd'hui est présent dans plus de 100 pays à travers le monde, et les activités dépendent vraiment des pays. Donc, par exemple, les équipes qui sont présentes dans des pays producteurs, elles vont plutôt être actives sur, justement, faire du lobbying pour davantage de sécurité dans les usines ou pour davantage de contrôle sur l'environnement. Nous, ici, en Belgique, on est plutôt dans un pays qui est consommateur, donc on se focalise vraiment sur sensibiliser le consommateur aux différents impacts et aussi aux différentes alternatives qui existent. Donc, on organise des marchés où on met en avant des créateurs, par exemple, durables et éthiques. On organise des projections de documentaires, on organise des expos photos. C'est vraiment très axé sur la sensibilisation. Mais ce que je trouve très bien avec Fashion Revolution, c'est que c'est un mouvement qui va pas dans la simplicité. Il y a cette phrase d'Umberto Eco qui dit « Pour chaque problème compliqué, il y a une solution simple et elle est mauvaise ». Je trouve qu'elle est tellement pertinente quand on parle des enjeux mondiaux aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de mouvements, par exemple, qui appellent au boycott, qui disent « Oui, il faut plus jamais consommer de fast fashion, etc. » C'est absolument terrible. Alors oui, on est bien d'accord, la fast fashion, c'est atroce à la fois pour l'environnement, mais surtout pour les travailleurs qui travaillent dans ces usines. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on arrête de consommer des produits qui viennent du Bangladesh et du Vietnam, et on le voit très bien avec la crise du coronavirus aujourd'hui. On met des millions de travailleurs textiles dans l'extrême pauvreté du jour au lendemain. Ils n'ont pas d'autre solution. Ils sont, ce qu'ils se font payer chaque jour, c'est ce qui leur permet de manger le soir même. Donc si aujourd'hui, on arrête, on dit stop, H&M, Zara, c'est fini, bah, tous ces travailleurs-là, qu'est-ce qu'on en fait ? Et donc, c'est pour ça que les solutions aux enjeux actuels, ils sont complexes. Le boycott, pour moi, c'est jamais une bonne solution. Il faut vraiment travailler à améliorer toute la chaîne et changer de modèle, bien sûr, parce que sinon, ok, peut-être que nous, en tant que consommateurs, on va se sentir mieux. En tant que petit consommateur européen, on va se dire « Ah oui, mais moi, je consomme plus de fast fashion, donc mon impact textile, il est plus négatif. » Oui, mais qu'est-ce qui va se passer pour ces millions de personnes au Bangladesh qui, en plus, derrière, sont responsables de millions d'autres, puisqu'en général, c'est elles qui travaillent, c'est ces femmes-là qui travaillent et qui ramènent l'argent à la maison qui permet de nourrir le reste de la famille. Donc c'est toujours un peu compliqué, il faut toujours mettre en balance, en fait, est-ce que nous, on va se sentir mieux parce que notre petite conscience écologique va être satisfaite sur le moment, mais qu'est-ce qui va se passer de toutes ces personnes qui sont exclusivement dépendantes de cette industrie ? Exactement. Ouais, c'est ce que me disait aussi Naïla Jaltouni, qui est la coordinatrice du collectif Éthique sur étiquette en France, dans un épisode. Elle me disait exactement la même chose. C'est vrai que, et puis moi, pareil, je n'appelle pas au boycott parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est là où la radicalité devrait encore une fois intervenir pour changer complètement le système. Parce que quand une marque de fast fashion dit ah ben voilà, regardez, j'ai fait une collection capsule avec du coton biologique, mais moi ça me fait tellement hurler, j'ai envie de leur dire mais on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est un changement profond du système. Exactement. Je m'en fous que tu me proposes 3 t-shirts en coton bio. Ça ne résout pas le problème, en fait. Non, bien sûr, et c'est limite encore plus mesquin, parce que les gens qui vont consommer... Il y a eu une étude, ou alors c'est un article, je ne sais plus, qui avait été écrit sur les consommateurs d'H&M et leur perception de la collection Conscious. Et ils se rendaient compte qu'en fait, beaucoup de consommateurs, comme ils se faisaient matraquer d'un point de vue marketing par cette collection, pensaient qu'en fait, H&M était devenu durable. Et que donc, ils consommaient durable en allant chez H&M. Ce qui est, à mon sens, monstrueux. Donc, c'est pernicieux, en fait, en plus, ces trucs-là, ces efforts, soi-disant, faits par ces marques.
Et quand on sait les milliards d'euros de bénéfices qu'elles se font chaque année, elles pourraient faire bien plus, bien plus. Et il ne faut pas oublier que c'est un choix conscient qu'elles font de ne pas faire d'efforts et de continuer à exploiter à la fois l'environnement et les travailleurs. C'est pas la fatalité, c'est vraiment un choix qui est conscient. Oui, je suis d'accord. Et toi, à quel moment tu as pris conscience de toutes ces problématiques liées à l'industrie textile ? En fait, c'est au moment où j'ai dû écrire mon mémoire de master. Je voulais l'écrire sur la déforestation, l'agroécologie. Et puis mon promoteur de mémoire m'a dit j'en peux plus, chaque année j'ai 15 mémoires sur le cacao durable, j'en ai ma claque, trouve un autre sujet. J'étais là, oh là là, ça va être compliqué. Et j'y connaissais rien à la mode. À ce moment-là, même après 2 ans de master en gestion de l'environnement, je continue à consommer chez H&M et chez Zara, parce que je pense que comme beaucoup de personnes, on prend conscience des impacts de l'alimentation, de l'agriculture, on prend conscience par exemple des cosmétiques, parce que c'est quelque chose qu'on met sur notre peau, mais la mode, ça vient en dernier. J'ai vraiment l'impression que ça se passe comme ça pour beaucoup de gens. Et donc, écoute, moi je me posais pas trop la question. Et puis, quelqu'un m'a dit, oui, mais pourquoi tu ferais pas ton mémoire sur les impacts de l'industrie textile ? Je me dis, quels impacts de l'industrie textile ? Le coton, c'est pas super durable ? Bah non, le coton, ce n'est pas super durable. Et donc, j'ai choisi de faire mon mémoire sur les impacts de la fast fashion, avec notamment une étude de cas sur H&M. Et je pense que je dois être une des rares personnes qui a adoré faire son mémoire, parce que j'ai tellement appris sur ce sujet qu'en fait, j'étais à fond dedans. C'était pas du tout une corvée, c'était vraiment un plaisir. Et c'est grâce à ça que je me suis après engagée dans Fashion Revolution et que je continue à suivre de très près ce qui se passe dans le secteur du textile, parce que c'est assez grave. Et c'est, comme tu disais, une illustration parfaite de la mentalité d'exploitation qu'on a à la fois sur la nature, mais aussi sur les gens les plus faibles, sur notamment les travailleurs dans ces pays-là qui ne disposent d'aucune sécurité de l'emploi, d'aucune sécurité du travail, du salaire, et qui se font complètement exploiter par ces grandes marques, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, derrière, d'une certaine façon, par leur gouvernement. Oui, exactement. On va terminer la discussion par 2 questions. J'aimerais bien savoir quelles sont tes prochaines batailles aujourd'hui sur toutes ces questions-là. Bon, j'imagine que c'est des batailles en cours et des combats en cours, mais quelles sont un peu tes prochaines ambitions dans les prochains mois, prochaines années ? Alors, c'est marrant que tu demandes, parce que je suis en train de travailler sur un projet à côté, qui est notamment un projet de podcast sur les politiques. Quel est le rôle en fait des politiques pour atteindre une société à la fois décarbonée, mais une société aussi juste pour les travailleurs, juste pour les gens, et juste aussi pour toutes ces autres espèces qui habitent le monde. Et le but, c'est un peu, ça revient à ce qu'on disait au début, c'est de démystifier ces politiques qui sont souvent très opaques et pas du tout compréhensibles par la majorité des gens. Et le but de ce podcast, potentiellement, c'est de faire partie d'un projet plus global qui serait de permettre aux gens, donc à toi, à moi, à des gens qui ne sont pas forcément des personnes qui développent des politiques, de s'impliquer dans le développement des politiques, notamment environnementales, à la fois au niveau européen, mais à la fois aussi au niveau national. Donc ce serait une plateforme qui te permettrait de suivre ce qui se passe, donc les différents votes, les différents processus, et qui te permettrait en fait d'influencer et d'intervenir dans ces processus. Donc remettre vraiment la démocratie directe, en tout cas, au cœur des processus de développement politique, ce qui n'existe plus du tout aujourd'hui. Ah, génial. Écoute, on va suivre ça avec attention alors. C'est gentil, on a tous ces projets. Mais bon, on verra comment ça se passe. Ok. Et alors, la dernière question rituelle de ce podcast, est-ce que tu as des modèles dans la vie ? J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, c'est difficile de faire un choix, je trouve. Mais récemment, j'ai pas mal lu des livres de Naomi Klein, notamment, je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais. Naomi Klein, c'est... voilà. Pour moi, elle a tellement bien identifié les problèmes et les liens entre capitalisme et changement climatique, et justement entre exploitation de la nature et exploitation des gens. Et c'est très accessible comme lecture. Et moi, j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle raconte. Et j'ai beaucoup lu aussi récemment des livres de Vandana Shiva, cette activiste indienne qui est absolument incroyable aussi. Et elle a sorti un bouquin il n'y a pas longtemps qui s'appelle 1%, et qui dénonce les ultra-riches en fait, de ce monde et le système inégalitaire. Et à côté de ça aussi, j'avoue que je suis très très fan
Alors bien sûr, il y a tous ces activistes dont on parle pas souvent, qui sont en première ligne, notamment ceux qu'on appelle les environmental defenders, et qui sont régulièrement tués, malheureusement, à travers le monde. Donc il y a toutes ces personnes aussi que je trouve très inspirantes. Toutes ces personnes aussi qui, au quotidien, en fait, luttent pour l'écologie, mais qui sont pas forcément mises en avant. Et je pense, par exemple, nous, à tous ces enseignants avec qui on collabore à travers de Green Seas Project et qui ont envie de faire changer les choses dans leur classe, mais qui sont jamais mentionnés dans les médias. Qui sont jamais forcément invités à des grandes conférences ou à ce genre de choses, mais qui pourtant sont des vrais héros du quotidien. Et ça, faut pas l'oublier. Notamment les profs, ils ont un rôle essentiel à jouer. Et après, moi, j'ai des petits modèles personnels. Et ça revient à ma passion pour les animaux et la vie sauvage. C'est toutes ces femmes, notamment, qui jouent un rôle incroyable dans la préservation de la vie sauvage à travers le monde ou qui ont joué dans le passé. Je pense à Diane Fossey, je pense à Jane Goodall, je pense à toutes ces personnes qui ont parfois payé de leur vie la protection de la vie sauvage. Et ça, pour moi, c'est vraiment des vraies héroïnes, quoi. Écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi. Et pour cette discussion hyper riche. Merci infiniment. Merci à toi. C'était avec grand plaisir. Merci à Chloé d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles. Et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.